Ok, et donc bonjour à tous. Donc je vais aujourd'hui vous parler de Tax Observatory avant tout, hein, donc qui est un projet de la saison 12 qui vise à aider le laboratoire Tax Observatory qui lutte contre la fraude fiscale. Comment on les aide? En fait, il y a plusieurs phases dans le projet. Il y a la phase de collecte des PDF, donc qui sont donc sur Internet, donc les PDF qui sont des documents financiers des entreprises privées. Donc cette phase-là, donc, on n'en parlera pas aujourd'hui. Une fois qu'on a les PDF, on va extraire la donnée de ces PDF. Euh, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en 2024 et on ne sait pas extraire de la donnée de PDF qui ont été écrits, hein. Ouais, ça pourrait être plus simple, on pourrait imaginer des formats où on peut juste copier-coller la donnée, mais à l'heure actuelle on a besoin de faire des trucs hyper compliqués pour récupérer de la donnée de PDF. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et après il y a une dernière phase qui est de faire de la data vis sur les données extraites des PDF. Ok. Donc nous aujourd'hui on parle de l'extraction. À l'heure actuelle, ce que le laboratoire Tax Observatory fait, c'est que la plupart, c'est fait manuellement en fait l'extraction des tables, trouver la page, prendre la donnée des tables, etc. Ils utilisent un outil qui est payant d'ailleurs, qui les aide un peu, mais dès que le tableau, dès que la table, elle s'écarte un peu d'un truc classique, et je sais que là on a plein d'exemples de trucs extrêmement bizarres avec des tableaux coupés sur plusieurs pages, etc., des headers qui sont très très jolis mais qui sont absolument infâmes à récupérer de manière automatique. Bah voilà, là Kane, donc qui travaille au laboratoire, il est obligé de tout faire manuellement. Ça peut le prendre jusqu'à une demi-heure. Je vous cache pas que donc là on va voir quelle approche quelle approche on a décidé de prendre avec l'équipe Tax Observatory. Euh, donc c'est un Streamlit. Voilà, comme je disais, le but c'est d'utiliser l'outil Streamlit, qui va en fait représenter le workflow de Kane, c'est-à-dire je vais choisir les pages dans le PDF, je vais éventuellement merger des tables qui sont sur plusieurs pages, je vais devoir cleaner toute ma table. Pourquoi Streamlit? En fait, ça, là, pendant la saison 12, j'ai l'impression qu'on a fait énormément de discussions autour de est-ce qu'on utilise Dash, est-ce qu'on utilise des outils de BI, comment ils s'appellent déjà? Bon, je me souviens même plus. Des outils de BI très très bas niveau en SQL. Est-ce qu'on utilise des trucs très web avec du React, etc. Franchement, partons sur du Streamlit, ça marche bien, toute la communauté sait en faire, enfin du moins de plus en plus, et je me demande même si sur la prochaine saison on va pas juste forcer à faire du Streamlit pour éviter toutes ces discussions. Et puis voilà, n'oublions pas que la saison Data for Good c'est avant tout pour faire un POC, pour rendre service, et Streamlit fait très bien l'affaire. Alors là déjà, donc je vais vous parler de Streamlit. Streamlit, c'est un outil qui est linéaire. Enfin moi je vais beaucoup parler de ça, de cette linéarité de Streamlit. En gros, on crée des boutons et à chaque fois qu'on va appuyer, à chaque fois qu'on va interagir avec donc Streamlit il appelle ça un widget, hein, donc moi j'ai dit un bouton c'est un widget particulier, là c'est un PDF loader, ça c'est une sidebar. En fait chaque élément dans Streamlit c'est un widget, et à chaque fois qu'on va interagir avec un élément, Streamlit il va re-runner sa page. Il va relancer, en fait, il va relire tout le code Python. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument. Moi, j'ai appris ça au fur et à mesure, mais j'aurais dû lire la doc dès le début, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, cette connaissance-là, ce fait que Streamlit va re-runner à chaque interaction avec une widget, ça va juste diriger toute votre façon de coder sur Streamlit. Tout votre code va dépendre de ça. Donc là, je vais télécharger un PDF. Donc celui-ci, ACS 2021. 2.3 ici, ça indique, parce que du coup, ça c'est des fichiers de test. 2.3, ça indique que les tables qu'on veut extraire. Attendez, d'ailleurs, oui, je vais en prendre qu'un pour la première, pour la vidéo. Ça implique que la table qu'on veut extraire, elle est sur la page numéro 3 du PDF. Je vous montrerai un peu de code après, hein, mais là déjà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loadé un fichier PDF. Ok, je l'ai affiché, très bien. Ici, j'ai une configuration que j'ai hardcodée pour pas qu'on ait à chaque fois à la récupérer, qui dit on va utiliser un algo de, nous on appelle ça patch filter, qui va en fait, c'est un arbre de décision qui va dire
qui va dire sur quelle page on pense que la table est en fonction de certains keywords, ok? Donc vous voyez, vous imaginez un arbre avec keyword country, keyword financial, et en fait à chaque fois si tu coches bien cette case-là, bah, ta page elle va rentrer elle va être acceptée par l'algorithme. Et en fait vous avez vu qu'automatiquement on a été dirigé par la sur la selected pages. Donc là je vais vous montrer un tout petit peu le code. Comment on a fait ça? C'est tout bête. PDF Visualization, donc là on a with sidebar, donc tout ce qui est dans ma, donc ça c'est le widget sidebar. Donc là ici, alors bon, pour reprendre dès le début, on a des éléments tout simples: set page config, set title, set subheader, country by country text reporting analysis. Donc ça c'est des choses que vous avez pu lire. L'idée évidemment bah, c'est de tout faire en Python, hein. On code pas de HTML, on code pas de CSS, rien. Donc vous mettez dans vos petits widgets même tout ce que vous avez envie d'écrire. Alors du coup c'est pas très joli, hein. On a vu du texte. Alors il y a moyen de faire mieux, hein. Pour l'instant on s'est vraiment concentré sur le fonctionnel, mais on peut écrire du markdown, on peut même envoyer du HTML, je crois, hein. Je l'ai pas fait, mais donc oui, sidebar, là on a tout ce qui est PDF loading, et à la fin en fait j'ai mis switch page. En fait, j'ai fait des switch pages automatiques. Le but, c'est vraiment d'accélérer le workflow au maximum. Une fois que Kane il a sélectionné son PDF, bah, en fait, il a pas forcément besoin de rester sur la page de visualisation. Donc, j'ai mis, tu passes à la seconde page. Donc là, je me remets sur, voilà, country by country text reporting. Donc là, on est sur selected page. Et là, qu'est-ce qu'il a? On voit que notre algorithme de détection des pages qui peuvent contenir la table, et ben, il a bien fonctionné. Alors évidemment, pour la vidéo, je vous ai mis un PDF où je sais que ça fonctionne à peu près correctement. Ce qu'on voit en fait par contre, c'est que c'est pas un tableau qui est séparé sur deux pages, mais que c'est 2020 et 2019. Donc nous on va garder la page numéro 2 parce que c'est la plus récente, 2020. Voilà, donc là, voilà, il y a tout un comportement qu'on a implémenté qui fait que, en fait, on met à jour le PDF sans forcément, évidemment, là ici, le PDF entier est toujours là, hein. Alors, je vais revenir, je vais continuer après. Alors voilà, tiens, ça c'est typiquement un comportement où, par défaut, on remet l'algo, on remet les pages sélectionnées par l'algo, mais j'ai pas validé. Il faut que je valide d'abord pour. Donc là, je vais valider. Et là, ça automatiquement m'envoie sur Merge Table. Comme je disais, c'est pas très joli. Don't change the page while the algorithm are running. Il y a pas mal de petites choses à améliorer encore. Là, c'est vraiment l'état actuel du projet, mais on a sur GitHub, on a plein d'issues pour améliorer les choses, hein, voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé là après Selected Pages, une fois qu'on a validé les pages, alors on a été envoyé sur merge, sauf qu'en fait il y a nothing to merge parce que là j'ai pris un tableau qui est sur une page et pas sur 2 ou 3 ou 4 pages comme on peut avoir. Donc là les algos d'extraction de l'information qui ont tourné sur la page nous ont envoyé qu'un tableau, donc j'ai rien à merger. Je suis passé automatiquement sur les pages de cleaning. Ok. Alors, on va revenir un tout petit peu sur Streamlit avant de repasser sur le use case Tax Observatory. D'ailleurs, si vous avez des questions en cours de route sur certains sujets, allez-y. Si vous voyez des éléments qui vous intéressent parce que peut-être vous n'avez pas réussi à les faire fonctionner ou parce que vous ne savez pas à quoi ça correspond, comment on fait pour mettre une sidebar, j'en sais rien, allez-y, hein. Donc Streamlit, là, il y a pas mal de pages. En fait, par défaut, elles vont être créées automatiquement s'il y a un dossier pages. Point barre. Ça c'est pas mal. Finalement c'est pas mal, on n'a rien à coder. Juste on crée un fichier pages, on lance streamlit run donc pdf visualization.python et ça va automatiquement créer dans la sidebar, comme vous avez pu voir, les petites pages. L'inconvénient de ce comportement, c'est que le nom des pages, c'est le nom des fichiers Python. Alors, on n'a pas forcément envie d'avoir un fichier Python qui s'appelle pdf visualization.python. Donc ça c'est pareil, ils ont créé, c'est une communauté qui est très active Streamlit, hein. Ils ont créé là un widget
Alors je sais plus si c'est la communauté ou si c'est Streamlit eux-mêmes, ils ont créé un petit widget qui s'appelle stpages, qui permet de hardcoder dans le code les noms des pages. Voilà, encore une fois, il y a une issue sur le GitHub dessus. Moi, quand j'ai commencé le projet, j'avais pas, donc là, comme je disais, dans la sidebar, il y a les pages. Oui, alors, pardon. Ici, ce que vous voyez, j'en reparlerai après, il y a app. Ici, il y a app et il n'y a pas pdf visualization.python. Pourquoi? Parce que comme on est sur Hugging Face, je vais reparler de Hugging Face à la fin. Hugging Face par défaut prend un fichier il va lire un fichier qui s'appelle app.python. Donc juste pour Hugging Face, j'ai renommé ça app.python et donc on voit app ici qui apparaît. Peut-être que on peut configurer Hugging Face, les Hugging Face Spaces pour pouvoir lire un autre fichier que app.python, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Voilà. En fait, moi j'ai commencé avec un seul fichier. Au début, toute cette partie sidebar là, elle n'existait pas. Il y avait un gros fichier, et puis au bout de 400, 500, 600 lignes, déjà on a envie forcément, enfin, il y a une good practice, on développe jamais sur plus de 400 lignes quoi. Enfin bon, j'exagère, il y en a qui vont dire c'est 500, c'est 600, mais bon, quand on commence à voir qu'il y a 4 chiffres, non, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut créer des libs, il faut un peu, voilà, compartimenter le code quoi. Donc moi j'ai commencé par un fichier en sachant que j'allais compartimenter, mais comme je connaissais pas Streamlit, j'ai fait exprès en fait d'arriver à 600 700 lignes parce que je ne connaissais pas, je savais pas comment ça allait se passer cette compartimentation. Et notamment tout ce que je vous ai montré là jusqu'à présent, le workflow de app, selected pages, merge table, clean header, tout ça c'était fait sur la même page. Et en fait sur Streamlit, comme je disais, c'est linéaire, c'est hyper compliqué. Enfin tout est fait en Streamlit, toutes les widgets en fait, enfin j'exagère pas toutes, mais la plupart des widgets vont avoir des éléments qui vont permettre de casser cette linéarité. Parce que cette linéarité, bah, elle est souvent, en fait, sauf si vous avez genre 3 beaux graphes et 7 boutons en haut qui vous permettent de configurer les graphes, et votre graphe qui évolue en fonction des boutons. Donc là c'est un use case hyper simpliste, hein. À part ce use case là, bah en fait, dès qu'on veut rajouter des pages, etc., bah on est perdu. On est perdu avec les éléments de base. Il faut pouvoir conserver de la donnée entre les pages. Donc ça s'appelle le state. Il faut pouvoir faire des callbacks, c'est-à-dire ce bouton-là, il fait pas, avant de faire le rerun, il va faire d'autres choses, faire des calculs, lancer un algorithme, etc. Donc faire des callbacks. Voilà. Et comment j'ai fait en fait quand j'avais qu'une page, il y a un truc qui s'appelle stcontainer que je vous invite. Ça c'est très très bien quand moi par exemple j'avais app, là j'avais ce PDF là qui disparaissait, et vous aviez ce nouveau PDF là réduit avec les selected pages qui le remplaçait. En fait, pour faire ça, il faut utiliser stcontainer. Je peux pas vous montrer le code parce que comme maintenant je suis passé au multi-pages app de Streamlit, j'avais plus besoin de ce stcontainer. Mais en gros, on mettait stcontainer, with stcontainer, je mettais mon PDF dedans, je sais pas s'il y a d'autres, mes boutons dedans, et en fait on fait un stempty et on recrée avec le même container des nouvelles colonnes, des nouveaux widgets. Et ça supprimait le PDF pour le remplacer par une autre, par la nouvelle page Selected Pages. Donc ça c'était hyper pratique, mais ça a ses limites. Au bout de 3, 4, 5 éléments qui se remplacent sur le même container, en fait on comprend plus grand chose. En plus il y a forcément des moments où on a envie de revenir en arrière dans notre workflow pour pouvoir tout simplement vérifier voilà ce qu'on a fait. Donc voilà, les SC containers, si vous avez une petite application avec un moment où vous avez envie de remplacer un élément par un autre, ok. Dès que ça commence à devenir un peu long, c'est vite limitant. Donc faut passer à autre chose. Pareil pour les single page app. Si vous savez que vous allez avoir 3, 4, 5 choses à visualiser en même temps, bon, partez sur du multi-page app directement. Pardon, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là tout de suite là sur les premiers éléments multi-page, selected pages, etc. sur le container? Pas encore. Du coup,
Le fonctionnement par défaut, c'est que Streamlit n'actualise que le container ou la page en question. Si tu as, un fichier Python par page là et que tu as des données qui se mettent à jour dans un, il fait pas tout retourner, c'est ça. Alors j'entends assez mal, mais si ta question c'est est-ce qu'on là à chaque fois que je clique sur app sur une page, ça va re-runner tout le fichier Python qui correspond à la page. On est d'accord? C'était Oui, ça? c'est ça, juste cette page-là. Juste cette page là, exactement. Ok. Euh, donc là j'ai mon fichier qui est alors et voilà. Comment on fait pour conserver de l'information entre les pages? Parce que là, finalement, Selected Pages, il retourne sur un PDF qui a été créé là, et là, d'ailleurs, on le retrouve et j'ai rien eu à cliquer. En fait, il a re-runné un fichier Python. Bah, en fait, ils ont créé un truc qui s'appelle le state. Et alors, c'est rigolo, c'est que ça a apparemment arrivé assez tard, alors peut-être une ou deux années après les débuts Streamlit, et ça paraît évident qu'on va vouloir faire ça, mais bon, c'est toujours évident quand on a du recul. Donc, en fait, il faut absolument utiliser le state. Alors là, je vais revenir sur le state. Euh, Donc, alors, il y a un truc qui s'appelle session state, et en fait là, il faut vraiment utiliser au maximum. Alors, au début, j'essaie d'être un peu parcimonieux sur le fait d'utiliser le session state pour pas mettre trop de choses en RAM. Euh, Bon, il y a un moment, on est quand même obligé de faire beaucoup beaucoup de choses avec le state, hein. PDF Reader, en fait, j'ai mis mon working file PDF, c'est-à-dire le fichier PDF qui a été réduit avec les selected pages. Donc encore une fois, l'algo de decision tree qui a tourné. Voilà, j'ai mis en fait ce PDF entièrement dans le session state parce qu'on en a toujours besoin. Dans tout du long, on va en avoir besoin parce que même si en fait on va travailler sur un data frame, parce que ce qu'on va extraire du PDF, c'est un data frame, hein, l'algo d'extraction va extraire un data frame. Bah, en fait, visuellement, Kane il a toujours besoin de vérifier ce qu'il y a dans le fichier PDF tout le temps. Donc en plus, comme on veut travailler sur Hugging Face, on peut pas conserver le fichier PDF en local. On peut pas dire, on va pas relire à chaque fois le fichier PDF. On va le mettre en RAM. Donc voilà. Après, il y a Session Set Assets, ça c'est nous qui les avons créés. On voit les Selected Pages. Tout ça, c'est en fait toute la configuration qui est faite manuellement et automatiquement avec les algos. Donc on parle de semi-automatique. En fait, on va le sauvegarder dans Assets. Bon, alors je vais pas revenir exactement dans le code hein, parce qu'il y a énormément de choses. Mais voilà, important de comprendre que Session State, c'est un dictionnaire qui vous permet de conserver les éléments au fur et à mesure de votre workflow. Et aussi, on va beaucoup jouer avec le session set parce que pour savoir quand est-ce qu'on a déjà fait une action, parce que vous voyez là, moi c'est pas du tout linéaire le workflow. Je vais en avant, je vais en arrière, je reviens sur d'autres pages, et en fait on sait pas, en fait le script Python ne sait pas si c'est la première fois qu'il est runné ou si c'est la 10e fois qu'on revient sur cette page. Donc en fait, on va beaucoup utiliser if working file PDF in session streamlit session set. Parce que du coup, c'est un peu notre if par défaut. Est-ce que, oui ou non, j'ai déjà setup le working file PDF. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'élément que maintenant j'utilise tout le temps, que j'utilisais pas du tout au début, et qui va faire que tout mon code va être fonctionnel, quoi. Sans ce if là, c'est un enfer. C'est un enfer puisque de toute façon votre code il est constamment re-runné. Moi franchement c'est le state c'est vraiment le truc de base en fait qu'il faut apprendre à manier. Quand on est dans cette configuration, on va devoir revenir régulièrement sur des pages. Encore une fois, il y a un truc très très simple, il y a des use cases hyper simples où on va loader la data par défaut au début, la data elle bouge pas et on fait que de la data vise avec 3 boutons ou 4 boutons ou 10 boutons. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, on va loader la data. Moi, j'ai pas envie que Kale, il a à chaque fois qu'il arrive sur sa page, à faire un file PDF uploader, etc. Quoi. Le but, c'est d'aller un peu, d'être vraiment efficace pour qu'il n'ait pas à cliquer 10 fois sur les boutons, quoi. Surtout sur un workflow aussi compliqué. Donc voilà, là, on a parlé du state. Et en fait, qui dit state dit session. Alors je pense qu'il y a une question, mais je vais pas revenir comme c'est enregistré à chaque fois sur le Hangout. Donc n'hésitez pas à me couper pour les questions. Ouais. Ok. Bon, je sais pas. Bon, vous me forcez à y aller.
Bon, ok, je verrai plus tard pour les questions qui sont en commentaire. Donc le state, on va parler des forms. Non, oui, pardon, qui dit state dit session. Session, qu'est-ce que c'est une session? Donc en fait, une session, c'est tant qu'on n'a pas refresh la page, on est dans la même session. Ok, on est dans la même session de Streamlit. Là, si je fais un refresh, je vais tout perdre. Je vais tout perdre et je vais devoir recommencer, browse file, selected pages, etc. En vrai, c'est pratique. Parce que du coup, nous là, si on a runné l'extraction des tables, et donc en fait, on a runné l'extraction des tables, et donc j'avais pas envie que l'algo, comme on a vu, ça a pris 30 secondes ou une minute, et ça peut être, voilà, ça va être de cet ordre de grandeur là sur 3-4 pages à extraire. J'avais pas envie que l'algo il retourne à chaque fois qu'on arrive sur Merge-Table, donc je l'ai mis dans un session state. J'ai mis les résultats de l'algo dans un session state avec un if. Le résultat n'a pas déjà été tourné, tu runs ton algo, sinon tu le runs pas. Et j'avais pas envie d'implémenter un truc trop compliqué dès le début. Donc en fait, la seule façon de relancer l'algo, si par exemple là je me rends compte que je me suis trompé de page, je veux tourner sur la page numéro 3, bah, il faut que je refresh ma page et donc je crée une nouvelle session. Ok. Après, peut-être que si on a le temps, d'ici le démo day, d'ici la fin de la saison, on va implémenter un truc plus compliqué, où là, si je mets la page numéro 3, bah hop, ça va automatiquement relancer l'algo, etc. Pour l'instant, c'est pas le cas, il suffit juste de refresh. Une fois qu'on sait ça, il faut savoir aussi jouer avec ce genre de comportement, c'est pas, à mon avis, pas hyper gênant pour le workflow. Je vais vous parler des forms, st.form, parce que je trouve ça hyper important, même sur les use cases simples. Même sur les use cases très simples, le forms, il est intéressant. Alors, il est où? Il est dans Clean Headers, mon forms. En fait, là, qu'est-ce qui se passe? J'ai créé une page qui permet de cleaner les headers, c'est-à-dire ici country. Alors, bon, là sur l'extraction Camelot, elle est un peu pourrie, parce que vous voyez que les headers, ils sont 0, 1, 2, et en fait, il a pas réussi à trouver les headers. Unstructured. C'est pas beaucoup mieux, mais quand même. Au lieu de mettre country, il m'a mis it. L'algo instructor. Total, il l'a trouvé. Profit tax paid, il est bien. Other taxes, ouais, pas ouf. Taxes collected, il met que taxes. Bref. Dans cette page-là, en fait, je peux supprimer remove this column. Et je peux, par exemple, country, c'est juridiction. Je peux changer le nom. Bon. En fait, avant, j'avais mis tous ces boutons. Là, on voit que le form, vous voyez, il y a une petite ligne autour. En fait, avant, à chaque fois que je cliquais sur un truc, bah, ça faisait un rerun et ça me faisait perdre une seconde. Donc si vous avez 8 colonnes, bah, c'est hyper chiant, ça vous fait perdre 15 secondes. Vous avez envie d'aller vite, vous savez exactement ce que vous voulez. Voilà, en fait, c'est une ou deux secondes, c'est long. C'est très long quand on est comme ça dans un workflow de boulot et qu'on sait exactement ce qu'on veut. Donc là, c'est exactement le use case simple dont je parlais, des boutons, une visualisation, mais sauf qu'on n'a pas envie que la visualisation elle se fasse à chaque bouton. Donc on fait un forms. Donc là je vous le montre. Mon stforms, il est où? Il est là. Bon, et comme d'habitude, vous voyez, un peu comme les containers, c'est with containers. En fait, pour les colonnes aussi, vous voyez là les éléments comment ils sont placés dans ma page, c'est comme je disais, c'est tout est en Python, vous n'avez pas envie de faire du HTML, pas envie de faire du CSS, pas du tout envie d'utiliser du React, bah, vous avez colonne 1, colonne 2, with colonne 1, et tout fonctionne avec des with, et vous mettez vos widgets dans la colonne 1, les unes après les autres, with colonne 2, et bah là c'est pareil, ça marche un peu tout le temps comme ça, with stforms, et vous mettez vos widgets dans les forms, et en plus c'est dynamique, hein. Les headers, moi je les connais pas avant d'avoir loadé le PDF, donc je fais une boucle for sur la table que j'ai extraite avec une structure, donc algorithm name, et ça va me créer dynamiquement les 7-8 boutons que vous avez vus, et ils sont tous dans un forms, et du coup c'est seulement quand j'appuie sur submit que ça va valider toutes les valeurs qui sont dans les boutons. Ok. Tant qu'on est là, je vais parler un petit peu des boutons. Donc en fait, quand on crée des widgets,
La classe c'est une select box du bouton depuis tout à l'heure, mais faudrait pas parce qu'en fait il y a un widget qui s'appelle stButton. Là c'est une select box. Vous avez une key ici. La key unique, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais c'est très utile parce que si vous créez, alors quand vous appuyez sur un bouton, et là je vais revenir un peu sur cette histoire de Streamlit va re-runner à chaque fois que vous appuyez sur un bouton. Donc là il va pas le faire parce qu'on est dans un Forms, mais en général il va le faire. Qu'est-ce qui se passe? Là vous voyez submitted égale stForm submit button. Quand on appuie sur cette valeur là, en fait elle est utilisable seulement au prochain run. Là en fait elle va être à false par défaut. Et au prochain run de Streamlit, elle va être mise à true pour indiquer qu'elle a été utilisée au dernier run. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Streamlit il conserve un state quelque part. Parce qu'on a dit, hein, il n'y a aucune valeur, si on n'a pas utilisé le state, il n'y a aucune valeur qui est conservée par nos variables, dans l'outil. Donc submitted, on pourrait se dire, ben, il aura toujours la même valeur. Là, il n'est pas dans un state ni rien. En fait, dans le cas des boutons, quand on a cet égal là, des widgets, pardon, encore une fois, Streamlit va conserver une sorte de quelque chose dans le state. Et il va dire, ok, submitted, on a utilisé ce widget au run précédent, donc submitted n'est plus à false, il est à true. C'est un peu, faut vraiment, enfin, ça a l'air tout bête comme ça, mais ce comportement, il est dur à appréhender au début. Il est vraiment dur à appréhender parce que quand on code de manière linéaire, on code ça et on code ça derrière et on se dit ok, bah mon algo il va runner de manière linéaire, il y aura ça, il y aura ça. En fait non, c'est seulement ça et au prochain run il y aura ça. Et ça change tout parce que si vous avez fait un callback qui va modifier des choses en haut, ça veut dire que submitted, il faudra bien se dire ok, mon callback il aura modifié des choses en haut et ensuite j'aurai mon submitted. Donc le comportement de submitted il va être après le callback. C'est un peu la règle générique dans la documentation de Streamlit. Quand vous appuyez sur un bouton, le callback a lieu, ensuite le rerun a lieu et on revient sur la partie du bouton. Mais toujours le callback avant le rerun. C'est important. C'est important si vous avez besoin que le bouton fasse des choses. Il ne faut pas compter sur cette valeur-là. Si vous avez besoin que le bouton fasse des choses avant le rerun, il faut avoir tout mis dans le callback avant. Enfin, pardon, ce sera forcément fait avant le rerun. Ça, c'est vraiment le point hyper important. Votre bouton, si vous voulez qu'il fasse des choses avant votre run, ne comptez pas sur cette valeur-là, mais sur le callback. Désolé, je l'ai dit au moins 4 fois, mais au moins ça va rentrer, parce que moi, c'est un des trucs qui m'a vraiment fait tout changer mon code. Donc là, en gros, qu'est-ce qui va se passer? On va, rappelez-vous, je parlais du formulaire, il y a 6 ou 7 widgets, donc c'est Lightbox, et au moment où je vais submettre mon bouton, il va en fait modifier dans le state les fameux headers de mes tables. Il va rerunner tout ça pour rien, puisqu'ensuite je vais lui faire if submitted égale true, switch pages, ok. Et là il va switch pages. Alors je vais juste vous montrer le comportement en live. Donc là on a mon forms, j'ai modifié 2 widgets, mais ça n'a rien fait parce que je suis dans un form. Je submit mon forms, j'ai modifié ici, voilà, vous voyez, dans mon state, j'ai à la fois une colonne qui a disparu, puisque j'avais mis remove la dernière colonne, et à la fois le header qui a été modifié. Là, au lieu de country, j'ai bien juridiction. Alors, c'était pas country parce qu'il avait extrait AI. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais en gros, donc, quand j'ai fait submit, ça a modifié les headers d'abord, ça a re-runné cette page-là, et ensuite c'est parti sur CleanTable grâce au switch. Alors, je vais juste faire un petit tour ici, parce qu'il y a des commentaires, et alors, voilà, et ben non. Bonne question, Louis. Le switch pages, est-ce que tu peux le mettre dans le set headers? Non, c'est interdit. Streamlit dit, si tu fais ça, en fait, je sais pas pourquoi, il y a une fonction qui s'appelle st.rerun, alors bon, elle est quelque part dans la doc, st.rerun, qui déclenche les reruns quand on a envie. Et quand on met un switch pages, quand on met un st.rerun dans un callback, Streamlit te dit, mais ce que tu fais ne sert à rien, parce que de toute façon, automatiquement, après ton callback, il va y avoir un rerun. Fair enough.
Et en fait, quand tu fais pareil, quand tu fais les switches dans ton callback, il va te dire la même chose et je ne sais pas pourquoi. Il n'arrive pas à comprendre que tu vas en fait changer de page. Tu vois, il comprend pas. Juste, pour lui, c'est la même chose qu'un rerun. Alors peut-être qu'en fait, en pratique, c'est la même chose. Je sais pas dans le code. Peut-être que en fait, sûrement que dans le ST switches, il y a un rerun. Et que du coup il fait switch pages rerun et donc du coup il te dit bah non tu me saoules à faire ton donc en gros pour répondre à ta question Louis ça marche pas Streamlit ne veut pas ok je sais pas si c'était hyper clair mais il fait comme si tu faisais un rerun alors que tu fais un switches. Ok, donc je voulais parler des callbacks, je pense que c'est fait. Si c'est pas clair sur les callbacks, n'hésitez pas. Les reruns, c'est fait. Euh, il existe un autre outil que je ne connais pas, qui s'appelle un autre widget, st.cache, qui permet de conserver de la donnée euh, entre deux sessions. Ok. Moi, je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas besoin. Surtout que moi, j'utilise, comme je disais, j'utilise ce côté. Ok, dès que j'ai envie de, quand j'ai envie de tout reset, je fais mon refresh et ça me va très bien. Donc si vous voulez, j'ai pas du tout envie de mettre des choses dans un cache parce que ce que je veux justement, c'est qu'on conserve rien. Après, à vous de voir. Vous aviez des questions, je sais plus qu'il y avait une question sur le fait de comment on fait pour accélérer un peu le workflow. Moi, je pense avoir répondu avec tous ces outils, notamment les forms. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour accélérer. Les switches pour aller un peu plus vite. Les states, bah, c'est pour éviter de réappuyer sur des boutons à chaque fois. Donc voilà, le forms peut-être sur une seule page c'est vraiment bien pour accélérer le workflow. Maintenant j'ai pas spécialement d'autres conseils hein. Finalement ça reste du Python derrière. Il y a plein d'optimisations qui sont à faire nous de notre côté sur quand on rerun les algos par exemple. Là ce qu'on fait c'est qu'on lance les deux algos en même temps. Après le selected pages, on lance les deux algos en même temps. Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple de la synchrone en Streamlit? Bah ça je sais pas, je connais pas assez Streamlit pour vous dire ça, c'est à creuser. Est-ce qu'on pourrait par exemple dire ok je lance un tableau et je passe sur Merge Table avec un seul tableau et le deuxième il est encore en train de runner. Alors là en l'occurrence Cablot il est tellement nul que on verra tout de suite le deuxième, mais il y a une autre personne qui est en train de travailler là en ce moment sur évaluer d'autres algos, donc peut-être qu'à la fin on aura 2-3 algos qui sont très très bons et bon, de toute façon, à un moment, on a toujours envie de les comparer parce qu'on va pas commencer à travailler sur un tableau et se dire ah bah en fait non, je voulais l'autre. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'après ça reste du Python derrière. Est-ce qu'on peut faire de la synchrone sans que Streamlit pète un câble? Je sais pas, j'imagine que oui. Je vois pas pourquoi on pourrait pas faire de la synchrone. Bah quoique, parce que quand tu fais du rerun, comme je disais, on relance à chaque fois le truc. Donc si tu fais de la synchrone et qu'en fait t'es parti sur une autre page, à mon avis ça va killer le process Python. Donc en fait maintenant je réfléchis un peu, là désolé je suis parti un peu en live, en auto-réflexion en plein milieu d'une vidéo, mais peut-être qu'en fait ça marchera jamais parce que comme tu vas switcher de page, ton code asynchrone il va être, le process qui contient ton code asynchrone il va peut-être juste se faire kill. Donc ah, effectivement, en fait, quand on y pense, Streamlit n'est pas fait pour. Vu la galère qu'on a pour. Enfin, vu la galère, vu tous les outils qu'on a pour essayer de casser un peu ce côté linéaire, peut-être que de la synchrone, ce serait trop compliqué, ouais. Donc, bon, je sais pas, je pense pas qu'on aura le temps d'essayer sur la saison 12, mais à voir. Je vais maintenant vous parler d'un outil qui s'appelle Streamlit Agreed, qui est qui est une façon de visualiser les tables là c'est le tableau qui va apparaître là normalement. Alors évidemment on va avoir un effet démo où il va jamais apparaître. euh... Sérieusement? Ok, je sais pas pourquoi, évidemment j'ai testé le truc 10 fois, ça a toujours marché mais bon. Bon, en gros c'est un outil qui est très intéressant, que moi j'ai cru très intéressant parce qu'en fait, ah voilà, il arrive. Alors je sais pas pourquoi il a mis 3 plombs, mais il arrive. En gros, ici j'ai créé des sortes de filtres pour faciliter, c'est pas fini, hein, pour faciliter l'analyse par Kane. Donc vous voyez, Profit Tax Paid, là on voit qu'il y a des erreurs avec des éléments dont on n'a pas envie dans les cells. Là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un filtre pour dire est-ce que par exemple c'est bien un nombre. Ça va me colorier les cells où à l'intérieur c'est pas un nombre. Ça c'est bon, là peut-être que c'était assez évident pour tout le monde, il fallait corriger cela. Bon, voilà, c'était un peu pour aider Kane à aller plus vite ou sur peut-être des tables qui sont beaucoup plus longues.
Euh, Franchement, j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus en pensant avoir trouvé un outil miracle et j'ai découvert bien après, en fait hier, que DataFrame, les DataFrame Panda, avaient des utilitaires de styling des tables et qu'en plus j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique que cet outil-là qui pourtant la communauté avait dit beaucoup de bonnes choses autour de l'outil, etc. Et ça faisait un peu rêver sur le moment. Il y avait énormément de stars sur GitHub, etc. Bon, moi, mon expérience, c'est que c'est quand même très compliqué à utiliser par rapport au dataframe usuel. Donc, pour ceux qui connaissent pas dataframe.style, je peux pas vous montrer le code parce que je l'ai pas push. C'est sur une autre branche. Revenez vers moi si ça vous intéresse. Mais il y a pas mal de choses pour mettre pas mal de couleurs sur vos tableaux, etc. Et c'est assez simple à utiliser. Il suffit juste de créer pour chaque colonne, vous créez en fait une liste qui va donner tout simplement la couleur. Tout simplement. Et donc vous appliquez en fait comme un patch vos listes à chaque colonne. Bon, après il faut avoir fait les calculs nécessaires pour voir si c'est un number, si c'est un max. Là par exemple j'ai rajouté hier dans ma branche un filtre qui va dire si alors là il n'y a pas total, c'est dommage, mais en gros si la ligne totale est bien égale au total de ce qu'il y a au-dessus. Et ça marche bien. Alors là, évidemment, le total n'a pas été extrait, donc il faudra qu'il rajoute à la main la ligne totale, mais ça marche bien. Alors là, je vais passer à Hugging Face parce que j'aimerais juste dire un mot, ça va être rapide. Est-ce que avant Hugging Face, il y a des questions sur Streamlit? Est-ce que j'ai répondu à ta question sur la rapidité, sur comment aller plus vite en Streamlit, ou est-ce que peut-être tu t'attendais à d'autres choses? Non, non, c'est. Tu m'entends? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. C'est intéressant le truc des session state. Là, je connaissais pas. Nous, on a un cas d'usage assez précis qui est des filtres géographiques sur des données qui mettent beaucoup de temps à s'afficher parce que à chaque fois ça filtre le data frame et ça refait les calculs. Mais je pense qu'on peut s'en sortir soit en testant avec le cache, soit en. Ce qui était proposé, c'était de mettre les filtres en amont en fait de la page, de se filtrer une fois pour toutes sur tout le Streamlit et que du coup on n'ait pas à à reprocesser le truc sur chaque page. Donc, bah alors, je vais voir si ça peut s'appliquer avec des. ouais, et du coup, ça ressemble un peu aux forms aussi, au formulaire, parce que du coup, tu as une seule page, tu as plusieurs boutons que tu vas vouloir activer en même temps, et t'as pas envie de recalculer ta page Streamlit à chaque fois. Donc, si t'as pas envie de rentrer dans un truc trop compliqué avec des session state, le forms, ça peut être une bonne première étape avant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et comme ça, tu mets tous tes boutons dans ton forms. Ouais, parce que ouais. J'avais trouvé un composant développé par la communauté de filtres dynamiques, un truc qui faisait des filtres automatiques où tu rentres, tu dis voilà, je prends le champ région, département, commune, machin, puis ça te fait automatiquement les filtres sélectionnés à partir des niveaux précédents. Mais c'est vrai que comme c'est un peu verrouillé comme fonctionnement, ça peut être pas mal de passer sur un form, ouais, c'est intéressant. Ok, super. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions avant que je passe en une minute sur Hugging Face? Ça va être rapide Hugging Face, hein, donc c'est un peu la fin de la vidéo. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous a été utile. Comme je disais, moi l'année prochaine, j'aimerais vraiment qu'on évite toutes ces discussions sur Dash, Streamlit, etc. Donc ce sera on va vraiment essayer de pousser Streamlit pour pas perdre du temps. Maintenant qu'on on va essayer de peut-être même faire des formations Streamlit. Il y a beaucoup un sujet de formation à Data for Good. Donc voilà, on va faire ce qu'on peut à ce sujet-là. Sur Hugging Face, alors comme je disais, Hugging Face, c'est pratique. Vous voyez là, on a un outil qui va gratuitement fonctionner sur le Hugging Face Spaces. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors là, j'ai l'impression que ça lag un tout petit peu. Là, dans les settings, en fait, ça run dans un Docker, ok? Donc dans les settings, moi je trouve ça pas hyper, là l'UX, bon, fluide, mais enfin pas évident qu'il faut aller dans settings. Là, déjà, si jamais demain ça devient trop compliqué, bah évidemment on peut upgrader le hardware et payer.
hein. Donc il faudrait faire les calculs combien c'est. Là, 32 Go de RAM, 8 CPU. Ensuite, quoi est-ce qu'on a d'autre? On a les restart displace et factory rebuild. Si moi je push de nouvelles layers Docker, je vais toujours faire un factory rebuild. Alors, j'imagine qu'ils ont prévu des choses pour que ça se fasse automatiquement, mais moi je suis un peu parano. Parce que des layers Docker qui restent bloqués, ou ça je pense qu'on l'a tous vécu, ça commence à être un peu chiant. Et sinon il y a restart displace. Moi ça m'arrive des fois, je me connecte et il y a un bug de build runtime, ils mettent aucune info. Je fais un restart space, ça marche et ça remarche. Ok, donc voilà, ça c'est bon à savoir, ça se retrouve là. Quoi d'autre? Quand vous créez un nouveau space, je vais pas le faire maintenant, mais en gros il faut choisir Streamlit, Gradio ou n'importe quoi d'autre. D'ailleurs je crois qu'on peut mettre n'importe quoi d'autre. Mais en fait ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas utiliser un projet GitHub existant. On est obligé de créer un tout nouveau projet GitHub. Ce qui fait que moi en local là, j'ai un projet GitHub qui est séparé pour tout Tax Observatory avec la collecte, l'extract, etc. et la database. Et Tax Observatory démo où il n'y a que ce qu'il faut. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'il y a quand même des choses à faire. Alors peut-être juste pour pas se retrouver avec 1 milliard de fichiers qui sont pas importants, parce que c'est vrai que moi j'ai dû faire beaucoup de ménage, ça m'a fait perdre du temps, mais j'ai dû faire beaucoup de ménage pour pouvoir conserver que ce qu'il fallait. En plus on avait mis des binaires, alors je crois que c'était les PDF, etc. Donc il a fallu que je supprime pas mal de choses qui n'étaient pas acceptées, parce que GingFest a mis une sorte de filtre au moment où j'ai pushé. Au début j'avais fait un gros copier-coller de bourrin, au moment où j'ai pushé ils m'ont dit ah bah non tu peux pas mettre ça parce que on n'accepte pas les binaires. Donc ils ont certaines règles, je les connais pas toutes, j'ai été confronté à celle-là parce que voilà, sans faire exprès, mais il y a des règles de filtrage. Bref, donc en fait là, là j'ai fait ça manuellement, mais pour faire ça proprement, il faudrait que je fasse une sorte de script qui copie-colle exactement ce qu'il faut, ou je ne sais pas, qui les mette dans mon projet GitLab Tax Observatory démo, qui fasse le push. Et qui fasse ça de manière automatique. Alors soit on le fait depuis Tax Observatory, le vrai projet, et on fait une sorte de Git Action. J'ai vu des mecs faire ça sur internet parce que j'ai regardé du coup, faire des Git Action. Donc soit tu fais ça depuis ta Git Action de ton vrai projet, soit tu fais depuis ce projet là un truc qui run toutes les nuits par exemple, et qui va chercher les dernières mises à jour ailleurs. Je l'ai pas encore mis en place parce que ça m'enquiquine un peu là, de perdre du temps là-dessus. Voilà, ça c'est vraiment le truc à savoir. C'est pas magique, il y a ce copier-coller manuel à faire, mais derrière, si ça marche bien et qu'on n'a pas upgradé le hardware, on va avoir un outil gratuit à la fin de la saison que Ken pourra utiliser. Alors ce matin il m'a dit ah mais je comprends pas, il y a des widgets qui s'affichent pas dans mon browser. Pour l'instant on comprend pas trop, est-ce que c'est une version du browser qui est peut-être pas à jour de son côté? Est-ce qu'il y a des choses peut-être sur Windows? J'en sais rien, je pense pas mais que ce soit lié à Windows, mais donc là on est en train de chercher, mais voilà, l'idée c'est que tous les ans on galère pour avoir des ressources. Alors moins depuis un an parce qu'avec le pôle tech on a mis en place un partenariat avec Scaleway qui fait que on peut vous fournir des ressources. Sauf que là on avait 200 € par mois et là on a dû payer 100 €, ça nous fait un peu chier. Donc voilà, il y a vraiment un jeu aussi de comment jouer avec comment utiliser les free tiers des providers cloud. D'ailleurs il existe, il faudra que j'essaye. Il existe un Streamlit Cloud aussi qu'on avait utilisé l'année dernière pour d'autres projets. Ça se trouve. Ça fonctionne très bien sur Streamlit Cloud. Enfin, comme là, il y a du code, comme il y a du code de machine learning, on trouvait ça plus intéressant de le mettre sur GingFace. Mais faut que je regarde sur Streamlit Cloud, c'est quoi comment dire, le hardware qui est gratuit. Donc voilà, il y a tout un jeu quand on est en saison de chercher un peu les plans gratuits pour faire fonctionner nos petites apps, nos petits POC.